Il avait passé sa vie entière à regarder le ciel. Et pourtant, ce jour-là, ce n'est pas le ciel qui l'a sauvé, c'est un arbre. Voilà quelque chose que Feynman n'aurait pas prédit au début. Ou peut-être que si, qu'est le désir, peut-être que lui, justement lui, avec cette façon qu'il avait de voir la connexion entre toutes choses, aurait été le premier à comprendre pourquoi toucher l'écorce rugueuse d'un chêne centenaire un matin de novembre est littéralement une des choses les plus cosmiquement profondes que vous puissiez faire de votre journée. Non, 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 ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie de café du dimanche, c'est de la physique, c'est de la biologie quantique. C'est de l'histoire de l'univers entier comprimé dans la paume de votre main. Feynman avait cette idée, cette obsession presque, que les gens se trompent sur ce qu'est vraiment la science. Ils pensent que la science, c'est froid, calculé, distant. Des équations sur un tableau noir, des laboratoires stériles, des blouses blanches et des gens sérieux qui ne rient jamais. Et ils trouvaient ça, ils trouvaient ça profondément stupide. Parce que la vraie science, la science vivante, c'est exactement l'inverse. C'est chaud. C'est viscéral. Ça sent la terre mouillée après la pluie et le bois chauffé par le soleil de l'après-midi. Ça fait vibrer quelque chose dans la poitrine, là, juste derrière le sternum, quand on commence à comprendre ce qu'on touche vraiment. Et il y a un mot pour ce que vous allez apprendre aujourd'hui, un concept. Une réalité scientifique qui existe depuis des milliards d'années, qui est active en ce moment même sous vos pieds, dans vos poumons, dans chaque gramme d'oxygène que vous venez d'inspirer. Je vais y revenir, mais d'abord, laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque part dans cette planète que nous avons la chance absurde d'habiter, une forêt. Pas une forêt symbolique, une vraie, avec de la boue, des insectes, des odeurs de champignons et des résines qui collent aux narines. Et dans cette forêt, il y a une famille, un père, une mère, 2 enfants, et le père s'appelait Marcelo. La fille de Marcelo, elle s'appelait Chiara. Elle avait 12 ans et Chiara, depuis quelques mois, elle ne parlait plus vraiment. Elle rentrait de l'école, elle montait dans sa chambre, la porte se fermait et c'est tout. Le silence s'installait dans la maison comme une fumée froide, comme quelque chose qu'on sent mais qu'on ne voit pas vraiment. Marcelo ne savait pas quoi faire, il avait essayé de parler. Il avait essayé de ne pas parler. Il avait essayé les psychologues, les activités, les voyages du week-end. Rien. Et un dimanche matin, parce qu'il ne savait plus quoi faire et qu'il avait besoin d'air, il l'a emmené marcher dans les bois. Pas pour guérir quoi que ce soit, juste pour marcher. Et à un moment, Chiara s'est arrêtée devant Grand Être. Elle a posé sa main sur l'écorce. Elle est restée là, immobile, la joue presque contre le tronc, les yeux mi-clos. Et Marcelo, lui, debout derrière elle, a senti quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Une sorte de calme étrange, une présence, comme si cet arbre avait absorbé quelque chose. Il m'a raconté ça des années plus tard, ce père. Il m'a dit, elle a pleuré. Pas de douleur, de soulagement. Et moi aussi j'ai pleuré, mais je ne lui ai pas dit. Ce que Marcelo ne savait pas, ce jour-là, c'est qu'il y avait une science derrière ce moment. Une science réelle, mesurable, quantifiable. Et que Feynman, s'il avait été là, aurait sorti un carnet et commencé à prendre des notes en souriant de toutes ses dents. Vous savez ce que Feynman aimait dire sur la connaissance ? Il disait que les poètes pensaient que la science enlève la beauté au monde, que nommer les choses les détruit. Il citait toujours cet ami peintre qui lui disait que voir un coucher de soleil avec des équations dans la tête, c'est perdre quelque chose. Et Feynman répondait avec cette espèce de joie presque agressive « Non, 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 tu as tout faux !» Savoir ce qu'est une fleur, savoir comment la lumière se décompose dans ses pétales, comment les abeilles la vuettent dans l'ultraviolet, comment chaque molécule de son parfum voyage dans l'air jusqu'à te toucher, n'enlève rien à la beauté. Ça la multiplie, ça l'approfondit, ça te donne plusieurs niveaux de beauté simultanément. Et c'est exactement ça qui se passe avec un arbre. Quand vous posez votre main sur un arbre, vous ne touchez pas seulement de l'écorce. Vous touchez 4 milliards d'années d'évolution. Vous touchez la première solution vivante trouvée par la matière pour capter l'énergie d'une étoile. Vous touchez un réseau de communication qui fonctionne en ce moment même. Maintenant, pendant que vous lisez ces mots à une vitesse et avec une complexité qui ferait rougir certains de nos réseaux Internet. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes change la façon dont vous voyez chaque promenade, chaque forêt, chaque souffle d'air frais que vous prenez. Et si vous avez un commentaire, une question, une pensée, écrivez-la en dessous, pas pour faire plaisir à un algorithme, mais parce que cette conversation mérite d'être continuée.
Parce que ce sont exactement ces questions-là, les questions sur ce qu'est la vie est vraiment, qui méritent qu'on leur consacre du temps. Revenons à cet arbre. Feynman aurait commencé par là, par le commencement absolu, parce que c'est toujours là qu'on trouve les vraies surprises. Il y a environ 3,5 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans les océans primitifs de cette planète. Des molécules, des assemblages d'atomes qui n'avaient aucune intention particulière, parce que les atomes n'ont pas d'intention, ont commencé à faire quelque chose de nouveau. Elles ont commencé à capter la lumière du soleil et à l'utiliser pour fabriquer de la matière, de la photosynthèse, un des actes les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'univers connu. Et vous savez ce que ça a produit comme déchet? De l'oxygène. Oui, l'oxygène que vous respirez en ces moments, l'air qui entre dans vos poumons et fait battre votre cœur. C'est le déchet métabolique d'organismes qui vivaient dans les océans il y a des milliards d'années. C'est leur fumée d'usine. Et cette fumée d'usine, à l'époque, était un poison violent qui a tué la quasi-totalité de la vie existante. On appelle ça la grande oxydation. Et de cette catastrophe est née, lentement, inévitablement, toute la vie complexe sur Terre, vous y compris. Alors quand vous touchez un arbre, vous touchez le descendant direct de ces premiers révolutionnaires biochimiques. Vous touchez la machine qui continue, 4 milliards d'années plus tard, le même travail. Capter la lumière, fixer le carbone, relâcher l'oxygène, maintenir en vie un monde entier. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Et c'est là que Feynman aurait baissé la voix, comme il le faisait quand quelque chose l'excitait vraiment, et aurait dit « Attendez, il y a mieux ». Il y a quelques décennies, des scientifiques ont commencé à découvrir quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Les arbres, et plus largement les forêts, ne sont pas des individus isolés. Ils ne font pas chacun leur truc dans leur coin, comme on l'imaginait. Ils communiquent activement, intentionnellement, si on peut utiliser ce mot sans tomber dans l'anthropomorphisme, ce que Feynman nous conseillerait de faire avec prudence mais sans peur. Ils partagent des ressources. Ils sont vus à des signaux chimiques. Ils se défendent collectivement contre les parasites. Et tout ça se passe sous vos pieds. Comment? Par les champignons. Océa, par ce qu'on appelle les mycorhizes, des filaments fongiques microscopiques qui s'enroulent autour des racines, des arbres, et créent un réseau souterrain d'une densité et d'une complexité absolument stupéfiantes. Dans une seule cuillère à café de terre forestière saine, il y a plus de kilomètres de ces filaments qu'on ne peut en compter facilement. Et ce réseau connecte les arbres entre eux. Les informations passent, les sucres passent, les nutriments passent. Un arbre malade peut recevoir de l'aide de ses voisins. Un arbre mourant peut transférer ses ressources aux plus jeunes avant de disparaître. On appelle ce réseau, dans les cercles scientifiques et dans la culture populaire, le Wood Wide Web. Oui, exactement, l'Internet des arbres. Et ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une description fonctionnelle réelle d'un système de communication distribué qui existe depuis des centaines de millions d'années avant que nous ayons eu l'idée d'inventer le nôtre. Feynman aurait adoré ça. Parce que lui, il avait une façon de voir l'intelligence partout. Pas l'intelligence humaine, évidemment, mais quelque chose de plus profond. L'intelligence de la matière organisée. La façon dont des systèmes simples, des atomes, des molécules, des cellules peuvent s'organiser en quelque chose qui dépasse infiniment la somme de leurs parties. Il appelait ça la beauté cachée, la structure sous la surface. Et là, il y a quelque chose qui mérite vraiment qu'on s'arrête, parce que ça touche directement à notre avenir en tant qu'espèce. Pas métaphoriquement, littéralement. Nous sommes sur une planète, une seule, un point bleu, comme l'a dit un autre grand homme de science. Et ce point bleu est vivant parce que les arbres sont vivants. Pas seulement parce qu'ils produisent de l'oxygène, même si ça suffirait, mais parce qu'ils régulent le cycle de l'eau, parce qu'ils stabilisent les sols, parce qu'ils absorbent la chaleur, parce qu'ils sont les nœuds d'un réseau écologique dont chaque fil relie une chose à une autre chose. Et chaque fois qu'on coupe un fil, le réseau se fragilise. Et on coupe des fils. Beaucoup, très vite. Maintenant, voilà ce que Feynman aurait dit à ce stade, et il ne l'aurait pas dit doucement. Il aurait dit « Voici le problème ». Non, mieux dire « Voici le vrai problème ». Pas le problème climatique, pas le problème écologique, pas le problème politique. Le problème de fond, l'erreur de raisonnement qui produit tous les autres. Nous pensons que nous sommes séparés de tout ça. Que la nature, c'est quelque chose qu'on regarde par la fenêtre. Quelque chose qu'on visite le week-end si on a le temps. Quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est faux. C'est profondément, dangereusement faux.
Vous ne regardez pas la nature, vous êtes la nature. Vos poumons sont une version biochimique de la photosynthèse inversée. Vos os contiennent du calcium formé dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Vos bactéries intestinales sont plus nombreuses que vos propres cellules et fonctionnent selon des mécanismes évolutifs vieux de milliards d'années. Vous êtes, en termes absolument rigoureux et scientifiques, une partie temporaire et locale de ce que Feynman appelait le grand flux de la matière organisée. Et l'arbre que vous refusez de toucher parce que vous êtes pressé, parce que vous avez votre téléphone dans la main, parce que vous trouvez ça un peu bizarre comme idée, cet arbre est votre cousin éloigné. Pas au sens poétique, au sens génétique. Vous partagez environ 60% de votre ADN avec une banane. 60% avec un arbre, c'est un peu moins, mais c'est réel, c'est mesurable. C'est là, dans les chromosomes. Maintenant, on arrive à quelque chose de vraiment inquiétant. Et Feynman n'aurait pas détourné les yeux. Il regardait toujours les choses difficiles en face, parce qu'il disait que le premier principe, le principe fondamental de toute pensée honnête, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Nous sommes en train de détruire les forêts à une vitesse que nos cerveaux ne sont pas équipés pour percevoir intuitivement. Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que notre cerveau est construit pour les menaces immédiates, les lions, le feu, la famine de la semaine prochaine, pas pour les menaces qui se déroulent sur des décennies. Chaque minute, il disparaît l'équivalent d'environ 30 terrains de football de forêt tropicale. Chaque minute. Pendant que vous regardez cette vidéo, et avec chaque hectare qui disparaît, des espèces disparaissent, des relations disparaissent, des nœuds du réseau disparaissent, des milliers d'années de coévolution effacent. Et voici ce que personne ne dit vraiment clairement. Ce n'est pas seulement une perte pour les animaux et les plantes, c'est une perte pour nous, pour notre survie, pour notre futur. Parce que ces forêts ne sont pas des écorts, elles sont le système de support de vie de la planète. Et nous sommes en train de le démonter pièce par pièce sans vraiment savoir comment il fonctionne. Feynman avait ce test magnifique qu'il appelait le test de la vérification personnelle. Il disait, si tu ne peux pas expliquer quelque chose en termes simples, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Alors appliquons ça ici. Est-ce que quelqu'un dans nos gouvernements, dans nos entreprises, dans nos institutions, peut vraiment expliquer en termes simples et complets tout ce qu'on perd quand on détruit une forêt? Non, parce qu'on ne le sait pas encore entièrement, parce que la science de l'écologie des forêts est encore jeune, parce qu'on est en train de détruire une bibliothèque dont on n'a pas encore lu les livres. Et ça devrait terrifier quelqu'un. Ça devrait vous terrifier, pas comme un film d'horreur, comme une vérité froide et absolue. On est sur un vaisseau spatial, cette Terre, et on est en train de démonter les instruments de bord pour les vendre comme ferraille. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore atteint le fond du problème. Il y a encore quelque chose en dessous, quelque chose que les astrophysiciens et les biologistes se regardent maintenant dans les yeux en disant « Peut-être que c'est là le vrai problème existentiel ». Vous avez entendu parler de la paradoxe des Fermi? Enrico Fermi, le physicien, était assis à table avec des collègues dans les années 50 et il a posé une question simple. Si l'univers est si grand, si vieux, si plein d'étoiles et de planètes, où sont-ils? Où sont les extraterrestres? Statistiquement, ils devraient exister, en grand nombre. Alors pourquoi le silence? On a proposé des dizaines de réponses à cette question. Certaines sont rassurantes, certaines sont glaciales. Mais il y en a une qui est particulièrement pertinente ici, et c'est celle que certains scientifiques sérieux appellent le grand filtre. L'idée est la suivante. Peut-être que dans l'évolution de toute civilisation intelligente, il y a une barrière, un obstacle, un point où la plupart des civilisations s'arrêtent, où elles s'effacent, où elles disparaissent avant d'atteindre les étoiles. Et peut-être, juste peut-être, que cette barrière c'est précisément ça. Précisément l'incapacité à comprendre et à préserver les systèmes vivants qui les maintiennent en vie assez longtemps pour développer les technologies nécessaires pour quitter leur planète natale. Peut-être que des milliers de civilisations avant nous ont détruit leur biosphère juste avant d'apprendre à voler entre les étoiles. Et peut-être que le silence de l'univers est leur silence. Le silence de ceux qui n'ont pas réussi à passer ce filtre-là. C'est inconfortable. C'est supposé l'être. Feynman était inconfortable avec les réponses faciles. Il adorait les questions qui font mal on peut, parce que ce sont les seules qui valent quelque chose. Alors revenons à l'arbre, revenons à cet arbre et à cette chose que je vais enfin vous nommer. Cette chose que j'ai mentionnée au début, ces concepts qui existaient sous nos pieds, dans nos poumons, dans la paume des chiards apposée sur l'écorce de ce être ce dimanche matin.
Voilà quelque chose que Feynman aurait dit. La science est parfois en avance sur nos intuitions, et parfois nos intuitions sont en avance sur notre science. Et les meilleures découvertes sont celles où les deux se rejoignent. Il y a des dizaines d'études maintenant, des études sérieuses, publiées dans des revues scientifiques de premier rang, qui montrent que passer du temps dans les forêts a des effets mesurables sur la biologie humaine. Pas sur le bien-être au sens vague et flou du terme, sur la biologie, sur des mesures concrètes. Le cortisol, l'hormone du stress, baisse significativement après seulement 20 minutes en forêt. La pression artérielle baisse. La fréquence cardiaque baisse. L'activité des cellules tueuses naturelles du système immunitaire augmente. Et ces cellules sont nos premières défenses contre les cancers et les infections virales. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est là que ça devient fascinant, vraiment fascinant au sens feynmanien du terme. Les arbres produisent des composés chimiques volatiles, des molécules qui flottent dans l'air des forêts, qui ont une odeur, cette odeur que vous connaissez, cette odeur de résine, de terre et de verdure qui change quelque chose dans votre corps dès l'instant où vous l'inspirez. Ces composés s'appellent les phytoncides. Et oui, c'est le mot que j'attendais pour vous, les phytoncides. Du grec phyton, la plante, et du latin caeder, tuer. Les molécules qui tuent, produites par les plantes. Mais tu quoi? Les bactéries, les champignons pathogènes, les parasites, c'est le système immunitaire chimique de l'arbre, projeté dans l'air environnant. Et notre système immunitaire qui a coévolué avec les forêts pendant des millions d'années, reconnaît ces molécules. Il répond à elles. Il se réveille. Comme si vous entendiez une langue que vous n'avez plus parlé depuis des années, mais que votre corps n'a jamais oublié. Fichat, c'est magnifique. C'est exactement le genre de choses que Feynman aurait souligné en frappant la table. Pas parce que c'est poétique, mais parce que c'est vrai. Parce que la réalité est plus intéressante que n'importe quelle fiction qu'on pourrait inventer. Notre système nerveux autonome, le système qui contrôle notre cœur, notre respiration, notre digestion, notre réponse au stress. Ce système est câblé depuis des millions d'années pour fonctionner dans un environnement naturel, pour fonctionner avec des phytoncides dans l'air, avec le bruit de l'eau courante, avec les fractures de lumière à travers le feuillage, avec la texture de l'écorce sous les doigts. Ce sont des inputs biologiques réels. Et notre système nerveux les traite et dit « Oui, ici, tu es en sécurité. Ici, tu peux relâcher. » Mais nous avons créé des environnements où ces inputs n'existent pas. Béton, lumière artificielle, bruit de moteur, odeur de plastique chauffé et de caoutchouc. Et notre système nerveux cherche ces signaux et ne les trouve pas. Et il reste en alerte, pas parce qu'il y a un danger, mais parce qu'il n'y a pas les signaux de non de droit qu'il cherche depuis des millions d'années. C'est peut-être la raison pour laquelle l'anxiété chronique est devenue une épidémie dans les sociétés industrialisées. Pas la seule raison, mais une vraie raison, mesurable, biochimique. Et maintenant, voici la question qui doit nous tenir éveillés la nuit, la question que Feynman poserait avec ce regard légèrement diabolique qu'il avait quand il était sur le point de démolir une hypothèse. Si nous détruisons les forêts, si nous retirons de notre environnement ces millions d'années de signaux biochimiques coévolutifs, qu'est-ce qu'on fait à notre cerveau, à notre système immunitaire, à notre capacité collective à penser clairement, à coopérer, à résoudre des problèmes complexes? Et si le grand filtre de la paradoxe de Fermi n'était pas une guerre nucléaire, pas un astéroïde, pas une pandémie, mais simplement la déconnexion progressive d'une espèce intelligente avec le réseau vivant qui l'a produite, une espèce qui devient si bonne à construire des interfaces artificielles qu'elle oublie l'interface originale. Ce n'est pas une certitude. Feynman détestait les certitudes non fondées, mais c'est une hypothèse sérieuse. Et les hypothèses sérieuses méritant des tests sérieux. Et dans ce cas, le test est simple. Extraordinairement simple. Vous pouvez le faire demain matin. Mais attendez, avant ça, je veux qu'on parle de quelque chose que très peu de gens connaissent vraiment. Quelque chose sur lequel la recherche avance vite et qui change tout dans notre compréhension de ce que fait vraiment un arbre. Non seulement pour l'écosystème, mais pour l'être humain qui se tient à côté de lui. Il y a une chercheuse, Suzanne Simard, une forestière canadienne qui a passé des décennies à étudier les forêts de la Colombie-Britannique et qui a découvert quelque chose que ses collègues ont d'abord refusé de croire. Pas parce que c'était irrationnel, mais parce que c'était trop beau pour être vrai. Et on sait ce que Feynman pensait de ce raisonnement. Ce n'est pas une bonne raison de rejeter une hypothèse.
Ce qu'elle a découvert, c'est que dans une forêt, il y a des arbres que les autres nourrissent activement, délibérément, si on peut utiliser ce mot avec les mises en garde habituelles. Elle a appelé ces arbres les arbres mères. Ce sont les plus vieux, les plus grands, ceux qui ont les connexions mycorhiziennes les plus développées, les plus étendues. Et ces arbres mères envoient des nutriments vers les jeunes pousses et ce qui pousse dans leur ombre. Des pousses qui ne reçoivent pas assez de lumière pour faire leur propre photosynthèse de manière suffisante. Mieux encore, elle a découvert que les arbres mères envoient plus de ressources à leurs propres descendants qu'à des inconnus. Ils reconnaissent leur propre progéniture chimiquement, à travers les signaux passant par le réseau mycorhizien. Et quand une arbre mère est menacé, quand il est blessé ou mourant, il transfère ses ressources vers les jeunes autour de lui. Comme un dernier acte, est-ce que ça veut dire que les arbres ont des émotions? Non, Feynman nous dirait de faire attention. Il faut être rigoureux. Mais ça veut dire que les mécanismes que nous associons à la bienveillance, à la coopération, à la transmission entre générations, ces mécanismes existent dans des formes biochimiques qui précèdent de très loin l'apparition de tout cerveau. Et ça pose une question fascinante sur ce qu'est vraiment l'intelligence. Feynman adorait redéfinir les termes. Il disait que beaucoup de disputes philosophiques sont des disputes de mots plutôt que de faits. Si on définit l'intelligence comme la capacité d'un système à traiter de l'information, à s'adapter à son environnement, à optimiser sa survie et celle de ses proches, alors les forêts sont intelligentes. Pas comme nous, différemment, distribuées, lentes et profondes. Une intelligence dont nous commençons seulement à déchiffrer l'alphabet. Et maintenant, voici quelque chose qui devrait vous faire vous lever de votre chaise. Parce qu'on parle de survie de l'espèce, pas comme une figure de style, comme une réalité astrophysique. Notre Soleil, dans environ 5 milliards d'années, deviendra une géante rouge et rendra cette planète inhabitable. 5 milliards d'années, c'est long. On a le temps, vous allez dire. Oui et non, parce que d'ici là, il y a des dizaines de scénarios beaucoup plus proches qui peuvent mettre fin à notre aventure. Un astéroïde de taille suffisante, une super éruption volcanique, une pandémie à laquelle nous n'avons pas de réponse. Une guerre utilisant des armes que nous avons construites nous-mêmes. Un effondrement écologique progressif qui sape les bases biologiques de notre civilisation avant même qu'on réalise ce qui se passe. Et face à tout ça, la seule réponse raisonnable, la seule réponse que Feynman aurait approuvée, c'est d'être une espèce multiplanétaire. De sortir d'ici, de répandre la vie ailleurs. Pas parce que nous avons abandonné cette planète, mais parce que mettre tous nos œufs dans le même panier cosmique est une erreur de raisonnement que n'importe quel bon ingénieur vous dirait d'éviter. Et là, les deux choses se connectent. Parce que pour aller dans l'espace, pour vraiment y aller, pour y vivre, pour s'y reproduire, pour y construire des colonies qui durent, nous avons besoin de comprendre la biologie des systèmes vivants à un niveau qui nous n'avons pas encore atteint. Nous avons besoin de comprendre comment recréer sur Mars, sur une station en orbite, sur un astéroïde transformé en habitat, les conditions biochimiques qui permettent à la vie humaine de prospérer. Et ça inclut les phytoncides, ça inclut les microbiomes, ça inclut les réseaux mycorhiziens, ça inclut tout ce que nous sommes en train de comprendre en regardant les arbres. La biologie des forêts n'est pas une question des promenades dominicales, c'est une question de génie de la vie. Et le génie de la vie est exactement ce dont nous aurons besoin pour quitter cette planète et survivre ailleurs. Feynman avait une phrase que j'aime profondément, quiero decir, une phrase qui dit tout sur sa façon de voir le monde. Il disait « Ce qui ne peut pas être mesuré peut quand même être réel, mais ce qui peut être mesuré doit être pris au sérieux. » Et les effets des phytoncides sur le corps humain peuvent être mesurés. L'activité des cellules tueuses naturelles peut être mesurée. Les niveaux de cortisol peuvent être mesurés. La structure des réseaux mycorhiziens peut être mesurée. Tout ça est réel, tout ça est sérieux. Et il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quelque chose qui relie les arbres directement au cosmos d'une façon si directe et si magnifique que Feynman, s'il était là, s'arrêterait de parler et laisserait juste le silence faire son travail pendant quelques secondes. Chaque atome de carbone dans chaque molécule de chaque cellule de chaque arbre sur cette planète a été fabriqué dans le cœur d'une étoile, par la nucléosynthèse stellaire. Des protons fusionnés sous des pressions et des températures inimaginables pour former des noyaux d'hélium, puis de carbone, puis d'oxygène, puis tous les éléments plus lourds. Et quand cette étoile est morte,
Elle a explosé et dispersé ces atomes dans l'espace. Et ces atomes ont voyagé pendant des milliards d'années dans les vides, dans le froid absolu, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent ici, dans l'orbite de notre Soleil, dans les roches de notre planète, dans les océans, dans les premiers organismes vivants, dans les premières forêts carbonifères, il y a 300 millions d'années, dans cet arbre devant votre maison. Quand vous touchez un arbre, vous touchez des atomes qui ont voyagé depuis le cœur d'une étoile morte. Vous touchez l'univers. Littéralement, pas poétiquement, littéralement. Et votre main, les atomes de carbone dans votre main, ils ont fait le même voyage. Vous et l'arbre, vous êtes faits de la même poussière d'étoiles. Feynman le disait d'une façon différente. Mais c'était la même vérité. Nous sommes tous des atomes d'étoiles qui se promènent en se demandant d'où ils viennent. Maintenant, voici la partie pratique. Parce que Feynman détestait les discours qui ne finissent nulle part. Il voulait toujours arriver quelque part. Il voulait toujours savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Premièrement, allez dans une forêt. Pas virtuellement, physiquement, 20 minutes minimum, et touchez un arbre. Posez votre main sur l'écorce et pensez, vraiment pensez à ce que vous touchez. Pas comme un exercice de pleine conscience vague et ésotérique. Comme un scientifique. Vous touchez 4 milliards d'années d'évolution. Vous touchez un nœud d'un réseau de communication plus ancien que les dinosaures. Vous touchez un descendant des premiers organismes qui ont rendu cette planète vivable pour vous. Et pendant que vous faites ça, les phytoncides entrent dans vos poumons. Vos cellules immunitaires s'activent. Votre cortisol baisse. Votre système nerveux parasympathique prend le relais de votre système nerveux sympathique. Votre corps passe du mode alerte au mode réparation. C'est de la biochimie, c'est de la science, pas de la magie. Deuxièmement, apprenez à reconnaître les arbres. Pas tous les arbres, un arbre, un seul au début, le chêne, le hêtre, le pin, peu importe. Apprenez son nom latin, son histoire évolutive, ce qu'il produit, comment il interagit avec son environnement. Feynman disait que la vraie connaissance, c'est quand vous pouvez voir les connexions. Quand vous savez le nom d'un arbre et son histoire, il devient réel pour vous d'une façon différente. Il n'est plus un décor, il devient un personnage. Et les personnages, on les protège. Troisièmement, comprenez que votre santé et la santé des forêts sont la même chose vue de deux angles différents. Quand vous défendez une forêt, vous vous défendez. Quand vous plantez un arbre, vous vous plantez. Ce n'est pas de l'idéalisme écologique, c'est de la biologie systémique, c'est du raisonnement de physicien. Quatrièmement, pensez à l'échelle. Feynman adorait les changements d'échelle. Pensez à ce que vous savez maintenant à l'échelle d'une cellule, à l'échelle d'un réseau mycorhizien, à l'échelle d'une forêt entière, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'une biosphère planétaire, à l'échelle d'une civilisation qui doit survivre assez longtemps pour quitter son berceau et explorer le cosmos. À chaque échelle, les connexions deviennent plus évidentes. À chaque échelle, la nécessité devient plus urgente. Et cinquièmement, partagez ça, pas parce que c'est joli, parce que nous avons besoin d'un nombre critique des gens qui comprennent cette connexion, qui comprennent que la science des forêts et la science spatiale et la science de la survie humaine ne sont pas trois choses séparées. Ce sont trois angles de vue sur la même question fondamentale. Comment une espèce consciente et curieuse survit-elle dans un univers indifférent? Feynman aurait dit quelque chose comme ça. Il aurait dit « Le problème n'est pas le manque d'intelligence. Le problème est le manque d'honnêteté avec soi-même. La volonté de regarder en face ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. La volonté de suivre les preuves là où elles mènent, même si elles mènent à des conclusions inconfortables. Et les preuves mènent ici. Les preuves disent que nous faisons partie d'un réseau vivant dont nous comprenons à peine les contours. Les preuves disent que nous perturbons ce réseau à une vitesse dangereuse. Les preuves disent que notre biologie a besoin de ces réseaux pour fonctionner correctement. Les preuves disent que nous n'avons pas d'autres planètes de secours immédiatement disponibles. Et les preuves disent que si on veut un avenir, un vrai avenir, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui viendront après, nous devons à la fois préserver ce que nous avons ici et apprendre à vivre ailleurs. Ces deux projets ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Apprendre à comprendre les systèmes vivants qui font fonctionner cette planète, c'est apprendre à les recréer ailleurs. C'est apprendre la grammaire de la vie. Et sans cette grammaire, nos rêves de Mars, d'exoplanètes, de voyages interstellaires restent des films de science-fiction. Pensez à ce que ça veut dire. Pensez au fait que dans les programmes de simulation de colonies spatiales, une des préoccupations majeures est exactement celle-là. Comment recréer un microbiome sain?
Comment maintenir la biodiversité microbienne dans un espace clos? Comment assurer que les humains et l'environnement artificiel maintiennent une santé immunitaire suffisante? Et les réponses viennent de là. De la biologie des forêts, de la compréhension des phytoncides, des microbiomes et du sol, des relations entre espèces. Ce que nous apprenons ici, maintenant, dans nos forêts terrestres, sera la fondation de ce que nous construirons là-haut. Il y a des équipes de recherche, des équipes sérieuses avec de vrais financements qui travaillent sur des jardins vivants pour les stations spatiales. Pas des jardins pour la nourriture seulement, des jardins pour l'immunité, pour la psychologie, pour le système nerveux des astronautes et une mission longue durée. Parce que nous avons compris, nous avons mesuré que des humains sans accès à des environnements naturels ou semi-naturels se détériorent. Pas seulement psychologiquement, biologiquement. Leur système immunitaire s'affaiblit, leur microbiome se dégrade, leur capacité cognitive décline. Et ça, c'est précisément ce que les phytoncides aident à prévenir. Ces molécules que l'arbre envoie dans l'air. Ces molécules avec lesquelles notre biologie a coévolué pendant des millions d'années. Ce sont peut-être elles qui feront la différence entre une mission martienne réussie et un désastre biologique. Feynman aurait trouvé ça magnifique. Cette idée que la solution au défi de l'espace profond se trouve peut-être dans un chêne du Périgord. Que la clé de notre avenir cosmique est peut-être inscrite dans la chimie d'une forêt que nos ancêtres traversaient à pied. Revenons à Chiara. Revenons à cette gamine de 12 ans qui a posé sa main sur une lettre un dimanche matin et qui a pleuré de soulagement. Son père ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne connaissait pas le mot phytoncide. Il ne connaissait pas les études sur l'activité des cellules tueuses naturelles. Il ne savait pas que sa fille était en train d'inhaler des molécules qui activaient son système immunitaire et calmaient son système nerveux sympathique. Il savait seulement que quelque chose s'est passé. Quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionnait. Et c'est là que Feynman aurait dit « Voilà, voilà exactement ça ». L'intuition précède parfois la compréhension. Les ancêtres humains savaient que les forêts étaient des lieux de guérison bien avant que nous sachions les instruments pour le mesurer. La science n'invalide pas cette intuition. Elle la confirme, elle l'approfondit. Elle la rend plus précieuse encore, parce qu'elle lui ajoute le poids de la vérité mesurable. La pratique japonaise du Shinrin-yoku, qui veut dire littéralement bain de forêt, existe depuis des décennies. Les Japonais ont observé que les gens qui passent du temps en forêt sont moins malades, vivent plus longtemps, ont moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancers, moins de dépression. Et pendant des années, c'était une observation, une corrélation, un fait empirique sans mécanisme expliqué. Et puis la science des phytoncides est arrivée. Et elle a dit, voilà pourquoi, voilà le mécanisme, voilà la biochimie. Et maintenant, nous avons quelque chose de plus puissant que l'intuition et plus puissant que la corrélation. Nous avons la compréhension. Et la compréhension, comme Feynman l'a dit si souvent, la compréhension est ce qui vous donne le pouvoir d'agir intelligemment. Pas de réagir, d'agir. Alors agissons intelligemment, avec rigueur et avec émerveillement. Ces deux choses ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Elles sont les deux ailes de la même pensée. Sortez demain. Trouvez un arbre, pas forcément une forêt entière. Un arbre dans un parc, dans une rue, dans votre jardin, si vous en avez une. Posez votre main dessus, respirez et permettez-vous de savoir ce que vous touchez vraiment, pas juste de l'écorce. 4 milliards d'années d'histoire vivante, une nœud d'un réseau de communication planétaire, un descendant des organismes qui ont créé l'atmosphère que vous respirez. Un émetteur de molécules biochimiques qui parlent à votre système immunitaire dans un langage que votre corps connaît depuis bien avant que vous soyez né. Et peut-être que si nous apprenons à comprendre vraiment ce langage, à le préserver, à le retranscrire, à le transporter avec nous dans les étoiles, peut-être que nous passerons le grand filtre. Peut-être que notre civilisation sera une de celles qui réussissent à traverser cette barrière fragile entre la planète natale et le cosmos. Peut-être que dans 500 ans ou 1000 ans, des humains vivant sur des stations en orbite autour de Proxima Centauri toucheront le tronc d'un arbre soigneusement cultivé dans un habitat artificiel et sentiront quelque chose dans leur poitrine qu'ils ne pourront pas complètement nommer, mais qui ressemblera à un retour à la maison. Et si ça arrive, ce sera parce que des gens, maintenant, aujourd'hui, ont pris la peine de comprendre ce que c'est qu'un arbre. Ce que c'est que la vie, c'est que la connexion entre les espèces et les atomes et les étoiles et les temps. Feynman avait cette façon de terminer ses cours qui me touche encore. Il ne concluait pas avec des certitudes. Il concluait avec des questions ouvertes.
parce qu'il disait que la marque d'un esprit éduqué n'est pas de pouvoir répondre à toutes les questions, mais d'habiter confortablement dans l'incertitude et de continuer à chercher. Alors voici votre question ouverte pour aujourd'hui, pour demain, pour toutes les promenades que vous ferez dans les prochaines années. La voici, qu'est-ce qu'est la vie, vraiment? Pas la définition du dictionnaire, la vraie question. Cette organisation de matière qui se maintient, qui se reproduit, qui s'adapte, qui communique, qui coévolue, qui transforme les minéraux en conscience, qui transforme la lumière d'une étoile en pensée humaine capable de contempler les étoiles. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre place dans le cosmos, pour notre responsabilité envers ce réseau extraordinaire et fragile qui nous a produits? Cette question n'a pas de réponse courte, mais elle a une première étape simple, aller toucher un arbre. Et maintenant, vous savez pourquoi. Et maintenant, vous portez ce savoir avec vous. Et maintenant, quand vous verrez un arbre, vous ne verrez plus seulement un arbre. Vous verrez le cosmos qui se plie sur lui-même pour vous regarder. Vous verrez des milliards d'années d'histoire chimique dans chaque feuille. Vous verrez un nœud d'un réseau intelligent qui précède et dépasse notre propre intelligence. Vous verrez votre propre passé biologique. Votre propre avenir cosmique. Parce que les atomes de cet arbre et les atomes de vos poumons et les atomes des étoiles que vous regardez la nuit sont tous faits de la même chose. Sont tous partis du même endroit. Sont tous liés par les mêmes forces fondamentales. Sont tous, d'une certaine façon, la même chose qui se regarde dans un miroir. Et c'est ça, au fond, que Feynman essayait de nous dire. Pas avec des mots compliqués. Pas avec des équations inaccessibles. Avec cette joie presque enfantine qu'il avait devant la réalité. Cette conviction que le monde est plus beau, plus étrange, plus interconnecté, plus profond qu'on ne l'imagine. Et que chaque fois qu'on comprend quelque chose, vraiment quelque chose, on ne se sent pas plus petit, on se sent plus grand. Ayez touché un arbre et laissez l'univers vous parler.